Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la notion de force, cours et méthode. Donc ce cours s'adresse principalement à des élèves de 3e. On commence tout de suite par l'introduction. Une force est la modélisation d'une action mécanique. Alors une fois qu'on a dit ça, la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'une action mécanique ? Alors on verra qu'il peut y avoir 4 types d'actions mécaniques. Donc la première action mécanique, c'est lorsqu'on met en mouvement un objet qui n'était pas en mouvement. La deuxième action mécanique, c'est lorsqu'un objet modifie sa vitesse. Le troisième type d'action mécanique, c'est lorsqu'on modifie la trajectoire d'un objet. Et enfin, la quatrième façon d'obtenir une action mécanique, c'est de déformer cet objet. Regardez ce que ça donne au niveau des exemples. Par exemple, le décollage de la fusée Ariane, c'est une mise en mouvement d'un objet, donc la fusée subit une action mécanique. Ici, regardez la voiture qui fait un dérapage, donc elle modifie sa vitesse, d'accord, au moment du dérapage, elle va même jusqu'à s'arrêter totalement, comme là, et ensuite elle redémarre. À ce moment-là, la voiture subit également une action mécanique. Regardez ici une joueuse de tennis. Donc la balle a une certaine trajectoire. Lorsque la joueuse tape dans la balle, elle modifie la trajectoire initiale de cette balle. La balle subit également une action mécanique. Et enfin, la déformation d'un objet. Donc par exemple lors d'un crash test, vous voyez que là aussi évidemment les deux voitures subissent ce qu'on appelle une action mécanique. Alors comment va se noter une force ? Une force est une grandeur physique, notée généralement F majuscule, et qui s'exprime en newton, que l'on notera grand N majuscule. Alors attention, il y a des exceptions. Toutes les forces ne se notent pas avec un F majuscule. Mais par contre, toutes les forces se notent avec une lettre en majuscule. La notation d'une force se fera de la façon suivante. F de hauteur sur receveur. Le F sera en majuscule avec une flèche au-dessus, et en indice, on inscrira l'hauteur sur le receveur. Donc l'auteur, c'est celui qui va exercer la force, le receveur, c'est celui qui va subir cette force. Alors comment se mesure une force ? Donc pour mesurer une force, on utilise un dynamomètre, donc c'est généralement un ressort qui se trouve dans une structure graduée. Alors regardez ici, j'ai dessiné donc une potence avec un dynamomètre. En haut, en rouge, vous avez le curseur qui permet de lire la valeur de la force. Et au tout départ, évidemment, avant de commencer l'expérience, le curseur se trouve sur 0 Newton. Vous allez voir ce qui se passe lorsque j'accroche une masse sur le crochet qui se trouve en bas du dynamomètre. Voilà, donc lorsqu'on accroche une masse sur le dynamomètre, le ressort s'étire à cause de la force exercée par la masselotte sur le dynamomètre, sur le ressort, et du coup, cette fois-ci, le curseur de lecture se trouve sur 1 Newton, pour une masselotte de 100 grammes. Donc on dira que la force subie par le ressort est de 1 Newton. La modélisation d'une force à présent, c'est-à-dire la représentation d'une force. Donc pour modéliser une force, il faudra la représenter par une flèche. Par exemple, si on doit représenter la force exercée par un objet A sur un objet B, à ce moment-là, la force sera notée F de A sur B, et vous allez voir que cette force sera représentée par une flèche. Pour représenter une force, il faudra toujours tenir compte de ces 4 caractéristiques. Donc la première caractéristique d'une force, c'est le point d'application, c'est-à-dire le point de départ de la flèche, le point de départ de la force. Donc ce point d'application sera représenté par une croix. Par exemple, une croix à cet endroit-là. Une fois qu'on a trouvé le point d'application, il faut donner une direction à cette force. Cette direction peut être à 360 degrés. Admettons que la direction soit celle-ci. Donc si la direction c'est celle-ci, à ce moment-là, maintenant il faut que je détermine la troisième caractéristique d'une force qui est son sens. Étant donné que dans une direction il y a deux sens, par exemple dans ce cas-là vers la droite et vers la gauche, ou vers le haut et vers le bas,
selon comment on considère la chose. Donc il va falloir que je choisisse entre ces deux sens. Admettons que je choisisse le sens qui va vers le haut. Donc là, j'ai la troisième caractéristique de ma force. Une fois que j'ai trouvé ces trois caractéristiques, il me manque la quatrième caractéristique qui va dépendre de la valeur de la force, c'est-à-dire de l'intensité de la force. Donc pour représenter cette valeur de la force, on dessinera une flèche plus ou moins grande en fonction de cette valeur. Donc pour représenter la valeur d'une force, vous verrez que soit on va prendre une échelle, et dans ce cas-là, la longueur de la flèche devra dépendre d'une échelle, soit il n'y aura pas d'échelle et aucune indication dans l'énoncé, à ce moment-là, vous mettrez la longueur que vous voulez. Voilà donc les 4 caractéristiques d'une force qu'il faudra toujours prendre en compte avant de tracer une force. Donc une force, on la représente par une flèche, on peut aussi appeler ça un vecteur. Donc la première caractéristique, c'est le point d'application, la deuxième, c'est la direction, la troisième, c'est son sens, et la quatrième, c'est la valeur de la force. Troisièmement, maintenant, méthode pour modéliser une force. Alors, plusieurs choses. Premièrement, où se trouve le point d'application d'une force? Donc vous avez vu avec les diagrammes objet interaction qu'on parle de deux types d'interactions, ce qu'on appelle les interactions de contact et les interactions à distance. Lorsqu'on parle d'une interaction de contact, c'est que les deux objets A et B se touchent l'un avec l'autre. Et lorsque deux objets se touchent et sont en contact l'un avec l'autre, à ce moment-là, le point d'application sera le point de contact entre A et B. Et cette croix rouge sera à la fois le point d'application de la force exercée par A sur B, mais aussi le point d'application de la force exercée par B sur A. Donc l'action de contact, pour le point d'application, c'est le plus simple, c'est le point de contact entre les deux objets. Où se trouve le point d'application d'une force, mais cette fois-ci pour une interaction à distance. Donc là, vous avez deux objets A et B qui sont en interaction à distance l'un avec l'autre. Le point d'application de la force sera le centre de gravité des objets A et B. Alors si les objets sont symétriques, en général ce sera le centre de l'objet. Si les objets ne sont pas symétriques, ce sera le centre de gravité. Donc la croix bleue ici, c'est le point d'application de la force exercée par l'objet A, c'est pour ça que je l'ai dessiné en bleu, sur l'objet B, c'est pour ça que je vais représenter la croix bleue sur l'objet B. Et maintenant la croix jaune, c'est le point d'application de la force exercée par l'objet B, c'est pour ça qu'elle est jaune, sur l'objet A, donc c'est pour ça que la croix a été dessinée sur l'objet A. Ensuite, comment trouver la direction d'une force? Toujours pareil, on décompose en deux parties. La première, c'est l'interaction de contact. Lorsqu'on a deux objets, par exemple là, A et B, bleu et jaune, qui sont en contact, il faut s'imaginer la surface de contact. Alors soit vous pouvez la dessiner directement sur votre feuille au crayon, soit vous l'imaginez virtuellement. Vous imaginez la surface de contact, et la direction de la force sera la perpendiculaire à la surface de contact. Donc vous voyez en jaune que j'ai fait l'angle droit entre la surface de contact et la direction de la force. Ce sera toujours la droite perpendiculaire à la surface de contact. Pour une interaction à distance maintenant. Pour une interaction à distance, regardez ici j'ai mon objet bleu et jaune, donc ils sont à distance. À ce moment-là, la direction de la force sera la droite qui passe par les centres de gravité des deux objets. Voilà. Ensuite, comment trouver cette fois-ci le sens d'une force? Donc c'est le côté vers lequel est dirigée la force. Pour trouver le sens, il n'y a pas grand-chose à faire, à part faire appel à sa logique. Donc évidemment, là il faut imaginer la situation. Si par exemple, moi je suis en train de pousser un mur, eh bien, la force ira de ma main vers le mur. La flèche sera dirigée de ma main vers le mur. Donc ça, il faut réfléchir. Et il n'y a pas vraiment d'astuce pour pouvoir faire autrement. Ensuite, comment trouver la longueur de la flèche? Donc pour la longueur de la flèche, il y a deux cas. Premier cas, la force n'a pas de valeur. On vous demande simplement de tracer une force sans vous indiquer la valeur de la force. À ce moment-là, vous tracez une longueur de flèche qui est aléatoire. Et normalement, ce sera juste. On va voir juste après dans les exemples qu'il y a un ou deux cas qui sont un peu particuliers, mais en général, vous tracez la longueur que vous voulez.
Deuxième cas, cette fois-ci, la valeur de la force est donnée. C'est-à-dire que dans l'énoncé, on vous indique que la force, par exemple, vaut 250 Newtons. À ce moment-là, vous allez devoir utiliser une échelle qui va être fournie par l'exercice, ou alors vous allez vous-même devoir choisir une échelle. Donc ça, on va le voir juste après comment faire. Alors exemple maintenant, justement, exemple concret pour essayer de voir concrètement comment on trace une force sur une situation donnée. Donc ici, premier exemple, donc un footballeur qui pose son pied sur le ballon et on souhaite représenter la force exercée par le pied sur le ballon. Donc dans ce cas-là, j'appelle ça le premier cas simple. Pourquoi? Parce que la force n'a pas de valeur. Donc ici, premièrement, le point d'application. Donc le point d'application, on a dit que lorsque c'était une action de contact, c'était le point de contact entre les deux surfaces. Évidemment, le pied, il appuie sur le ballon à cet endroit-là indiqué par la croix. Donc c'est mon point d'application. La surface de contact est évidemment horizontale et donc la direction de la force sera perpendiculaire à ce plan horizontal et du coup la direction sera verticale. Ensuite je dois choisir est-ce que la force exercée par le pied sur le ballon est dirigée vers le bas ou vers le haut. Évidemment comme le pied est au-dessus du ballon, le pied est en train d'appuyer sur le ballon vers le bas. Donc vous allez voir que la flèche sera dirigée vers le bas. Alors, étant donné que j'ai aucune indication sur la valeur de la force, je peux représenter la flèche avec cette longueur-là, en indiquant à côté, vous voyez, F de pied sur ballon, avec la force exercée par le pied sur le ballon. On n'oublie pas de mettre la petite flèche sur le F majuscule. Mais on peut aussi représenter la force exercée par le pied sur le ballon avec cette longueur de flèche-là, et aussi avec cette longueur de flèche là. Étant donné que rien n'est précisé dans l'exercice, peu importe la longueur de flèche, votre réponse sera correcte. Maintenant, deuxième cas un petit peu plus difficile, la force elle vaut 50 newtons. Donc là on vous donne une valeur de force. Donc c'est un deuxième cas un peu plus complexe. Alors le point d'application évidemment il ne change pas, la direction ne change pas, le sens ne change pas. La seule chose qui va changer c'est la longueur de la flèche. Donc cette fois-ci, pour trouver la longueur de la flèche, on va devoir définir une échelle pour pouvoir la tracer. Donc pour tracer cette flèche, je vais prendre une échelle, alors soit elle est donnée dans l'exercice, soit je la choisis moi-même. Donc par exemple 1 cm pour 10 newtons. Tant qu'à faire, autant prendre une échelle qui nous simplifie la vie. Donc comme on a choisi 1 cm pour 10 newtons et que la force fait 50 newtons, donc la longueur de flèche sera de 5 cm. Et donc vous allez passer une règle tout simplement au niveau du point d'application et vous tracez une flèche qui va mesurer 5 cm vers le bas. Et donc vous obtenez la force exercée par le pied sur le ballon en respectant la valeur de la force de 50 newtons et l'échelle qui a été donnée, donc 1 cm pour 10 newtons. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une seule flèche possible et correcte. C'est celle qui est dessinée actuellement. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce cours sur les forces et je vous invite à regarder la deuxième vidéo sur laquelle il y a plein d'exemples, d'exercices et de situations pour pouvoir tracer des forces. Je vous remercie, au revoir.